Bonjour, je suis Oriane Vatin, je suis auteure du livre Besançon, de l'occupation à la libération, aux éditions Cêtre. Et aujourd'hui, je vais vous faire partager en direct ma plus récente découverte. Donc, vous savez peut-être que je travaille beaucoup sur les abris anti-aériens. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup et que j'étudie depuis plus de 10 ans maintenant. Et donc je viens de découvrir un nouvel abri à Besançon qui est extrêmement bien conservé. C'est vrai que du coup je voulais vous faire profiter de cette découverte parce qu'elle est assez rare et exceptionnelle pour qu'on s'y intéresse, en tout cas moi. J'espère que ça va vous plaire aussi, je vous emmène pour une petite visite. Alors vous excuserez mes vêtements, mais pour visiter ce genre d'endroit, je vous avoue qu'on ne met pas ses habits du dimanche. C'est parti! Voilà, donc on part du début de l'abri et on se renfonce. C'est vrai qu'il est dans un état exceptionnel, donc on voit bien sûr tous les étaiements. Donc en fait c'est une tranchée abri. C'est ni une cave abri ni une tranchée de circonstance, c'est vraiment une tranchée abri. Il y en a très peu, il y en a eu très peu à Besançon et pour l'instant c'est la seule que j'ai pu retrouver. En général, après-guerre, celles-ci, elles ne sont pas détruites. Par contre, on récupère les bancs. J'ai les ordres du préfet, d'ailleurs, qui indiquent ça. Mais on les comble. Et celle-ci, l'avantage, c'est que l'une des issues qui a été comblée est finalement accessible discrètement. Donc, on peut s'y aventurer. Et donc, on voit effectivement que tout est en béton. Le sol, les murs, le plafond, pour résister au bombardement. Et puis, il y a donc ce plan spécifique que vous allez voir si j'avance, en zigzag, pour le dire de façon vulgarisée, qui permet en fait d'éviter le souffle des explosions. C'est-à-dire que s'il y a un obus ou une bombe qui tombe et qui endommage l'abri et que ça explose, on n'est pas tous soufflés dans l'explosion. Si on était en ligne droite, forcément tout le monde y passe. Là, les zigzags, comme on va les appeler, ça permet d'empêcher ça. Pareil, si un assaillant rentre dans l'abri armé d'une mitraillette et décide d'attaquer ceux qui s'y trouvent, le fait qu'on ait ce crénelage permet encore une fois de casser la route de ces projectiles. Vous voyez, il ne peut pas tirer en ligne droite et tuer absolument tous ceux qui sont abrités ici. C'est vraiment une mesure protective spéciale à la défense passive et c'est quelque chose donc, qui a été mûrement réfléchi puisque la défense passive, depuis 1938, c'est un ensemble de mesures, de lois, de décrets qui sont bien organisés pour justement comme ça penser à tout. Ça peut vous paraître anodin, mais c'est vrai que cet abri est particulièrement bien conservé. Déjà, tous les bancs sont encore là, ce qui est rarissime. Et en plus, ils sont numérotés donc de l'époque de la construction de l'abri. Et on voit bien qu'ils sont dans l'ordre. Là, on a le 42, le 43, le 44. Je ne sais pas si vous voyez. Et ça continue comme ça. Vous avez tous les petits numéros dans tout l'abri. Et on a tous les restes du système d'éclairage qui sont là. Il nous manque en gros les fils et les ampoules. Mais sinon, c'est vrai qu'on peut encore tout voir. Ce qui est intéressant, donc, c'est que tous les bancs sont toujours là. C'est vrai qu'en général, après-guerre, ils ont été récupérés pour récupérer le bois. On en avait bien besoin pour reconstruire. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir les deux positions des bancs. C'est-à-dire que hors alerte, bien sûr, les bancs étaient remontés comme ça, vous voyez, il y a encore tout ce qui est d'époque, toute la ferronnerie pour les tenir contre le mur, et puis aussi en début d'alerte forcément pour qu'on puisse aller jusqu'au bout de l'abri, puisque ça va beaucoup plus loin pour s'abriter, les bancs étaient ainsi bien sûr pour pas gêner le passage. Et ensuite on les déplie, comme vous le voyez à droite, et là effectivement tout le monde s'installe, et c'est parti pour de quelques minutes à quelques heures d'attente, à pas savoir si on va être bombardé ou non, à pas savoir quand ça va s'arrêter. Alors, c'est pas humide, c'est pas froid, etc. Mais c'est vrai que c'est pas non plus les conditions les plus chaleureuses. À la base, cet abri était 2 fois plus long qu'aujourd'hui, mais c'est vrai qu'au bout de quelques tournants, on a quand même fait un bon chemin. On arrive sur un mur, vous allez voir, on arrive sur quelque chose qui est muré. Hop, alors on y est presque. Voilà, alors il y a des traces, ça a été squatté évidemment. Vous voyez que cet endroit-là a été particulièrement squatté. Et voilà, et donc là c'est muré. On ne peut pas aller plus loin, donc là on est environ à la moitié de l'abri. Donc derrière ça, il y a encore tout ce qu'on vient de voir en double, plus le bureau du chef d'abri, donc c'est vrai que c'est assez dommage. On aurait bien voulu le visiter, mais il est fort probable de toute façon qu'il ait été soufflé lors du bombardement de 1943, puisque j'ai des documents qui indiquent que les issues et une partie de l'abri du côté de la gare, donc ce qui est derrière ce mur, a priori ça s'est éboulé pendant le bombardement du 16 juillet 43.
Donc a priori, de toute façon, il n'y aurait pas grand-chose à voir derrière et je pense que c'est pour ça que ça a été muré. Donc on vous a montré le plus qu'on puisse vous montrer. Donc vous voyez dans la partie tout au bout qui est le plus squatté. Là, il n'y a plus les bancs. Hein. On voit qu'il y a eu une petite installation de fait. Donc là, il n'y a plus du tout de bancs. Le bois a été certainement récupéré pour se construire des petites choses de fortune. Voilà, donc on a toujours le système d'éclairage de l'époque qui est présent en intégralité, je vous disais, hein, il manque les fils et puis les ampoules, donc ça c'est vraiment du début à la fin de l'abri, là, vous voyez on est tout au bout, et on a encore tout ça quand même qui est là, avec, si vous le distinguez derrière, le trait de crayon de papier d'époque, quand ils ont bien sûr fait des traits sur les murs pour indiquer où ils allaient fixer leurs cavaliers et leurs câbles, donc ça c'est pareil, c'est toujours là, on est plus de 80 ans après, et c'est là, ça dort sous terre, mais c'est là. Vous voyez, les aimants avec les poutres en béton. On était dans quelque chose de très simple, mais de très efficace, de très bien conçu et de très solide. Et petit détail important, donc vous voyez que toutes les structures sont bétonnées. Et ce qu'on ne voit pas normalement, mais qu'on voit aujourd'hui avec le temps qui est passé par là, c'est qu'à l'intérieur, vous voyez, bien sûr, c'est renforcé avec des armatures métalliques. Là, vous en voyez un petit morceau qui sort du béton puisque ça a été abîmé à cet endroit-là. Alors dans l'abri, il y avait divers petits réduits, ils étaient au nombre de 3, d'après les plans que j'ai en ma possession, que j'ai trouvés aux archives. Malheureusement, dans la partie qu'on peut encore explorer, il n'en reste plus qu'un seul. Donc 2 de ces réduits étaient les toilettes, parce que bien sûr, quand les alertes durent 15 minutes, ça va, mais quand elles durent 5 ou 6 heures, il y a forcément des besoins pressants. Et puis le dernier, donc, qui est derrière ce qui est muré, on ne pourra pas le voir, c'était donc le petit bureau du chef d'abri. Et donc là, ici, vous voyez donc l'un de ces réduits qui reste, donc qui a été évidemment transformé parce qu'il a été squatté, mais vous voyez qu'il y avait une porte en bois à l'origine, donc il reste que 2 panneaux sur le côté. Et puis de façon encore une fois bétonnée et très sécurisée, vous aviez ici les toilettes. Donc en général, c'était des tinettes. On en voit un morceau ici. Donc une tinette, on va dire, c'est ce qu'on va appeler des toilettes mobiles. Donc c'était une grande cuve métallique au-dessus de laquelle, ça a disparu hein, malheureusement, mais au-dessus de laquelle vous aviez un petit siège en émail où on pouvait faire ses besoins et puis plusieurs fois par jour ou plusieurs fois par semaine, suivant le nombre d'alertes et donc on va dire le remplissage de cette tinette, elle était changée, vidée et puis remise en place. Donc après, je peux pas vous montrer plus parce que c'est vrai qu'avec le squat qu'il y a eu de ce lieu, ça a été, cet endroit-là, je pense, a été utilisé, je ne sais pas pourquoi. Donc on voit que les toilettes ont été excavées, modifiées, abîmées. Et puis là, au fond du trou, on ne peut pas voir s'il y a le reste du dispositif parce qu'il y a vraiment beaucoup de débris, de choses qui ont été... Ça a été un peu utilisé comme poubelle, je pense. Mais vous avez quand même une bonne idée de ce petit espace-là. Les commodités, c'était mine de rien très important dans ce type de moment. Voilà, je vous laisse avec quelques petites images supplémentaires de cet endroit qui est vraiment dans un état de préservation exceptionnel. J'en ai vraiment jamais vu des aussi bien préservés. C'est où il reste tous les bancs comme ça, aussi longtemps après, c'est vraiment exceptionnel. Là aussi, avec les dommages du temps, on voit bien donc la poutre bétonnée, et puis quand on descend et que ça a été un peu abîmé, on voit toute la structure métallique à l'intérieur. On a la même chose en face. Voilà, une vieille publicité des années 60. Et puis les bancs, donc toujours tous numérotés. C'est drôle parce que personne ne s'en doute, mais l'abri qu'on vient de visiter passe là en dessous de façon oblique et se dirigeait vers l'ancien monument aux morts qui se trouvait à peu de choses près là-bas. Quand la gare était encore l'ancienne gare Viotte, donc avant 1943, qui était, je le rappelle, tout en bois.